l'ensemble des communes et des intercommunalités du département. Notre compétence historique, comme sur l'ensemble des syndicats d'énergie, du coup, c'est la compétence de l'électricité, puisque les communes du territoire sont propriétaires des réseaux de distribution, et ces réseaux sont confiés en gestion et en exploitation à l'UNIS. Et puis, petit à petit, depuis plusieurs années, on a des missions qui s'élargissent autour de cette compétence historique, avec notamment des sujets liés à la transition énergétique qui sont venus alimenter tous les domaines d'intervention des syndicats, donc tout ce qui est lié à l'éclairage public notamment, le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tout ce qui est aussi lié aux études de prospective territoriale sur le développement des énergies renouvelables et puis la mobilité bas carbone de manière un peu plus large, donc le GNV, et puis bien sûr l'hydrogène maintenant depuis plusieurs années. Et puis ça s'est concrétisé dans la majorité des départements et en Ille-et-Vilaine en 2018 avec la création de la SEM Énergie, donc qui est une société d'économie mixte qui nous permet d'investir et de déployer des infrastructures de production d'énergie renouvelable, mais aussi des stations de distribution de GNV et puis demain, on espère, d'hydrogène. Au niveau de la manière dont on essaye de travailler et d'accompagner les territoires, c'est tout d'abord permettre l'émergence de solutions de mobilité bas carbone qui soient en adéquation avec les attentes et puis les ressources des territoires. Et donc là, c'est un travail à la fois avec les élus, les citoyens et puis les entreprises locales. Donc à ce titre-là, on a pu porter deux études, l'une à l'échelle du territoire de Roche-Chauffé Communauté. Là, l'objectif, c'était bien de recenser à la fois ce qui voulait être fait, donc les disponibilités en production, mais aussi les usages qui pouvaient être présents sur la production et la distribution d'hydrogène, avec une analyse des cycles à la fois de production, mais aussi des usages de distribution, et un usage qui était centré sur la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriand, avec une faisabilité de passage à l'hydrogène qui conditionne pas mal ce projet-là et qui donc pour le coup pour l'instant est en attente de ce point de vue-là. Mais bon, voilà, là on avait un territoire qui avait une volonté de faire, des ressources, plusieurs usages, et on a regardé ce qui était possible de monter autour de ça. Et puis une autre étude qu'on a lancée sur une station de production d'hydrogène vert en partenariat avec Eau du Bassin Rennais. Donc là, c'était vraiment plutôt de se centrer sur un usage spécifique et d'essayer de monter un premier démonstrateur qui nous permettrait de fédérer plusieurs acteurs et d'avoir un premier projet local. Et donc là, c'était lié à une production d'hydrogène à partir d'énergie hydraulique liée à un château d'eau, avec un modèle qui est pour le coup beaucoup plus modeste que celui qu'on avait étudié sur Roche-Chauffé Communauté. Parce que vous voyez, d'un côté, on était entre 100 et 500 kJ de production, quand là, on est sur 15 kJ. Mais par contre, avec un travail plus ciblé, avec des flottes particulières et donc, du coup, une station qui serait plutôt sur des flottes captives en première intention. Donc ça, c'est la première manière qu'on a d'aborder le sujet avec les territoires. Et puis ensuite, le deuxième étape de la fusée, si je peux dire, c'est la mobiliser des structures telles qu'Énergie et puis les autres SEM qui sont présentes sur les autres départements pour avoir des structures porteuses opérationnelles qui permettent de nouer des partenariats entre nous, acteurs publics, qui avons pu accompagner les territoires et identifier à la fois les capacités de production et les usages, et puis les partenaires privés qui peuvent être là soit pour aider à porter la station, soit également aussi en tant que consommateur sur les stations. Donc à ce titre-là, on a principalement travaillé sur deux projets. Donc, un premier à Redon, le projet MOUR, qui était initié par la communauté d'agglomération de Redon, et sur lequel, là, pour le coup, on travaille vraiment à plusieurs avec nos collègues du 44 et puis Morbihan Énergie. Donc là, les trois SEM sont regroupés avec Redon Agglomération au sein d'une société de projet, de manière à ce qu'on puisse investir et déployer ce premier projet tous ensemble, ce qui permet aussi d'acquérir de la connaissance, de l'expérience, de manière à pouvoir dupliquer ensuite sur d'autres territoires. Et puis, on a également des stations multi-énergie. Et donc là, la première qu'on a commencé à étudier, c'est celle de Chartres de Bretagne. Donc, au niveau de la SEM Énergie, on a déjà commencé à exploiter des stations de gaz naturel pour véhicules, donc des stations GNV.
Et donc là, maintenant, sur mon projet de station GNV, on vient systématiquement dans l'étude de faisabilité ajouter la brique hydrogène, qui ne sera pas forcément, en fonction après des besoins et des montées en charge locale, on pourra l'activer, mais maintenant on l'intègre de manière systématique dans toutes nos études. Et donc là, sur cette station-là, c'était le besoin initial, c'était de répondre notamment aux services de transport et déchets de la métropole sur la partie GNV. Mais bien sûr, du coup, on est maintenant venu ajouter la brique hydrogène et même électrique, recharge électrique de haute puissance, de manière à pouvoir rendre ces stations maintenant multi-énergie et venir systématiquement ajouter le vecteur hydrogène sur nos stations. Et donc on a également une réflexion similaire qui est engagée sur Saint-Malo et puis on espère par la suite sur d'autres territoires puisqu'ils ont nécessairement un petit peu tous les mêmes besoins, en tout cas en termes de transport urbain et de collecte d'ordures ménagères. Voilà. Donc tu as encore du temps, Charles. Ah oui, pour répondre à certaines questions. On les garde après, mais tu peux détailler un petit peu. Tu n'as pas d'autres projets sur lesquels tu peux un peu parler Si, bien sûr. Enfin, sur les études de territoire, on a engagé un petit peu la même chose aussi sur le pays de Fougères, par exemple, qui initialement avait une demande autour d'une station GNV. Et puis c'est vrai que par exemple, les élus, ils entendent beaucoup parler maintenant quand même d'hydrogène et ils sentaient que c'était un sujet qu'ils avaient envie de traiter, ou en tout cas qu'on ne passe pas à côté. Donc, on a lancé une étude. Donc, on avait à la fois le volet technique, on visait à trouver un site, regarder que ça soit possible techniquement, et en parallèle, on a mis une étude de gisement où on est allé essayer de contacter les différents transporteurs et pour là leur parler GNV puisque c'était le projet initial, mais pas que. Tout de suite aborder avec eux les autres vecteurs énergétiques possibles en matière de transport, ce qui a permis aussi, côté transporteur, de répondre à un vrai besoin aussi du moment, qui est de bien regarder l'ensemble des possibles et pouvoir leur apporter une réponse sur l'ensemble des possibles et pas cibler uniquement une technologie plus qu'une autre. Donc pour l'instant, cette étude-là, elle est encore en cours, on va avoir prochainement les conclusions, mais voilà, elle répond à ce premier engagement-là qu'on avait, à la fois de regarder quel est le besoin et la volonté du territoire, et puis d'aller regarder quels sont les acteurs qu'on peut mobiliser en face localement. FIDAL, c'est le plus grand cabinet de droit des affaires français indépendant. Cette année, on fête notre centenaire. Et en fait, le cabinet est réparti sur toute la France. Donc on a des directions régionales qui sont marquées ici. Et ensuite, dans ces régions, on a un petit dessin de bureaux qui reprennent plusieurs avocats. L'idée, c'est qu'on puisse intervenir sur tous les domaines du droit pour les chefs d'entreprise et les communes. Donc ici, vous avez à peu près tous les domaines dans lesquels on intervient. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision 360 pour les porteurs de projets. Plus précisément en Bretagne, nous on est 80 avocats, donc Brice et moi faisons partie. Nous on est rattachés au bureau de Rennes. Et ensuite, donc, on a un bureau à Brest, Quimper, Saint-Brieuc et Vannes. Et Lorient. Chaque fois, je vous le dis au dernier. Alors, pourquoi je vous présente plus particulièrement la région de Bretagne? C'est parce on essaye d'avoir une implantation réellement locale. On a donc des contacts privilégiés avec l'administration, les réals, les réseaux économiques, et on a des partenariats avec des BE, et autres entreprises qui peuvent notamment, par exemple, vous aider à chercher des aides de financement. Alors, plus particulièrement dans le domaine de l'hydrogène, donc ça c'est une offre globale qu'on propose dans le domaine des énergies renouvelables, mais pour que vous saisissiez un petit peu, nous, ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on peut intervenir en fait dans toutes les phases du projet, à la fois au stade R&D et innovation. Donc, où nos équipes vont pouvoir aider les projets à trouver du financement, la valorisation de la R&D, définir une stratégie juridique. Ensuite, en phase lancement de projet et exploitation, et c'est généralement là que j'interviens avec ma petite casquette et Brice également, pour tout ce qui va être en fait sécurisation du projet, donc sur la maîtrise du foncier, l'identification des autorisations que vous allez devoir solliciter, les modalités de construction, les marchés de travaux. Ensuite,
Un deuxième aspect qui va être sur la structuration de votre société, structuration publique-privée, la rédaction des pactes associés, voilà. Et ensuite sur la phase bien sûr exploitation, sur l'aspect notamment vente de l'énergie et vide d'installation de manière générale qui pourra être contrôlé par l'administration. Et dernier volet sur lequel on intervient également, donc sur le financement et l'investissement. Financement de projets avec des audits, notamment pour le courant d'associés, les prêts simples ou le financement structuré. Et ensuite tout ce qui va être vente et acquisition, restructuration des portefeuilles des projets. Alors, le sujet sur lequel j'interviens plus particulièrement aujourd'hui, c'est pour aider les porteurs de projets à anticiper les contraintes qui peuvent s'appliquer d'un point de vue notamment maîtrise foncière, environnement et urbanisme, et vous donner déjà quelques petites clés des bonnes pratiques à adopter. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on a un soutien politique, une couverture médiatique très forte qui sont favorables au développement de l'hydrogène, mais sur le terrain, et c'est ce que remontent d'ailleurs très bien les acteurs, c'est qu'on se confronte souvent à un cadre juridique qui constitue aujourd'hui un frein au projet. Alors, pourquoi ? Parce que historiquement, en fait, le cadre juridique français et européen, il a été conçu au regard d'un usage industriel de l'hydrogène et d'un mode de production à partir d'énergie fossile. En d'autres termes, pour l'administration et aujourd'hui le cadre réglementaire qui avait été élaboré jusque-là, c'était un gaz dangereux, produit en quantité importante et polluant à cause de son mode de production. Alors aujourd'hui, voilà, je ne vais pas vous faire un petit détail des freins juridiques que peuvent rencontrer les porteurs de projets. On sait qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une bonne remontée d'expérience qui est faite, notamment via France Hydrogène, et le gouvernement est saisi de ces questions-là. L'idée aujourd'hui, c'était que je vous fasse plutôt étudier un cas pratique d'un projet et je vous explique étape par étape les clés que vous pourrez retenir. Alors on va voir, lorsque vous allez vous lancer dans un projet, généralement 3 ordres de réflexion. Le premier, c'est votre terrain, votre site d'implantation. Est-ce que vous êtes sur un foncier public? Est-ce que vous êtes sur un foncier privé? Est-ce que vous voulez en devenir propriétaire? Auquel cas, il va falloir que vous l'achetiez. Ou est-ce que vous voulez en rester locataire? Auquel cas, il faut que vous signiez des baux. Alors, le mode plutôt de je signe un bail d'exploitation, ça se prête très bien aux énergies renouvelables. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, notamment pour les projets photovoltaïques, et qui pourrait potentiellement se développer aussi en domaine d'hydrogène. Premier niveau de réflexion. Le deuxième, ça va être l'aspect urbanisme. Vous vous implantez en fait sur un terrain où il existe un zonage qui est défini par le plan local d'urbanisme en fonction de si vous êtes en zone urbaine, urbanisée ou à urbaniser, ou agricole ou forestière. Ce qu'il faut retenir, c'est que par principe, vous n'allez pas avoir d'interdiction à l'implantation de votre projet, que ce soit en zone urbanisée, agricole ou forestière, sauf si c'est explicitement écrit par le plan local d'urbanisme. Auquel cas, c'est un aspect à anticiper, parce que dans ce cas-là, il va falloir que vous engagiez des démarches auprès des communes pour modifier le plan local d'urbanisme en ce sens. Il y a une petite difficulté quand même à avoir en tête lorsque vous allez vous implanter sur des terres agricoles ou forestières, c'est que vous ne pouvez le faire qu'à condition, à la double condition, c'est-à-dire, je vous synthétise vraiment, c'est que vous ayez un projet qui soit d'intérêt collectif et qui ne porte pas atteinte au maintien d'une activité agricole et forestière. Historiquement, ça a été toute la difficulté d'implantation, notamment des éoliennes et des parcs photovoltaïques, pour dire que je permets le maintien d'une activité agricole. Et c'est également un aspect qui sera renforcé, notamment pour certains projets hydrogène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les projets photovoltaïques notamment, essaient vraiment d'accentuer sur le fait qu'ils permettent, par exemple, des projets d'agri-photovoltaïque ou du pâturage qui est assuré en même temps que les centrales photovoltaïques. Voilà. Donc, des questions à anticiper. Et deuxième sujet, en plus de ce plan local d'urbanisme, c'est qu'en Bretagne, on a beaucoup en fait, de communes littorales qui sont soumises à la loi littorale. Et ça, c'est également un sujet à anticiper parce que le principe sur ces communes-là, c'est que l'extension de l'urbanisation, attention, j'emploie des mots compliqués, ne se fait qu'en continuité de l'urbanisation existante. Pour résumer, vous ne pouvez pas implanter
et c'est le gros problème notamment des énergies renouvelables, pour qu'il n'existe pas d'exception comme les parcs photovoltaïques. Vous ne pouvez pas implanter votre parc photovoltaïque à 10 km de la ville, parce que vous n'êtes pas en continuité de l'urbanisation. Aujourd'hui, il y a des exceptions qui commencent à être introduites pour les énergies renouvelables. Il y en a une qui est en passe d'être une proposition de loi en cours pour les parcs photovoltaïques. Et c'est aussi un aspect qu'il faut avoir en tête pour vos projets d'hydrogène, parce que potentiellement, ça veut dire que vous ne pourrez pas le faire sur votre site. Donc une fois que vous avez identifié ces problématiques-là, qu'éventuellement vous avez engagé des négociations avec les communes pour modifier ce plan local d'urbanisme, et que vous avez obtenu votre permis de construire, votre déclaration de phase de travaux, il reste un troisième aspect à anticiper, c'est l'aspect environnement. Aujourd'hui, les projets vont être soumis à plusieurs titres ou procédures qui peuvent s'appliquer à un projet. Alors je vous en donne les grandes lignes, mais généralement ce que vous pouvez avoir, c'est donc une évaluation environnementale à réaliser. Évaluation environnementale, ça veut dire étude d'impact, enquête publique, une procédure de participation par voie électronique, donc un an minimum de procédure. Et ensuite, vous allez avoir des titres plus spécifiques à demander. Donc on sait qu'aujourd'hui, la plupart des projets d'hydrogène relèvent du régime qu'on appelle ICPE. Donc je vous fais très bref, c'est juste pour dire qu'en gros, vous allez déposer un dossier et vous allez avoir en fait un arrêté qui va vous être délivré par le préfet. Mais ça, en fonction de l'importance de votre projet et de la réglementation applicable, ça peut être un récépissé en préfecture qui se fait sur un site internet, comme un dossier qui va être monté, qui va faire plusieurs pages, là encore, et qui va demander plusieurs allers-retours avec l'administration. Vous allez avoir également tout ce qui va être les aspects eau, notamment je pense au projet d'hydrogène, parce que il y a, notamment pour ceux qui vont fonctionner avec de l'électrolyse, si vous faites des prélèvements dans la nappe, vous pouvez avoir des questions également d'autorisation demandées à ce titre, ce qu'on appelle le régime IOTA. Et je termine avec deux autres types d'autorisation qui potentiellement pourraient s'appliquer à votre projet, dont un qui peut être très compliqué à obtenir, et c'est la bien dénommée dérogation espèces protégées. Voilà, et on sait qu'aujourd'hui, c'est un gros point de développement des projets industriels, parce que vous devez démontrer, pour obtenir cette dérogation espèces protégées, que vous répondez à une raison impérative d'intérêt public majeur. Et ça peut être admis pour certains cas d'énergie renouvelable, comme ça peut vous l'être refusé. Et si c'est refusé, ça ne veut dire pas de projet du tout. 2 minutes, Emma. C'est parfait. J'ai terminé mes petites dénonciations et donc j'en viens à deux cas pratiques qui correspondent grosso modo à des projets qui se font en Bretagne. Si je prends l'exemple d'un projet, d'un bateau qui va fonctionner à l'hydrogène, il me faut une station-service à quai ou sur un ponton. Donc je reprends ma petite grille d'analyse. Sur le foncier, je vais être sur le domaine public, donc je vais devoir engager des négociations avec la commune. 2, sur l'aspect urbanisme. Est-ce que le zonage va être compatible avec mon projet? Est-ce qu'il va falloir que je demande une modification du PLU? Je suis en zone littorale. Est-ce que je peux démontrer qu'il me faut absolument l'accès à l'eau? Bon, a priori, ils sont discutés ici pour m'implanter ici. Et ensuite, environnement. Là, je vais avoir un régime qui va s'appliquer à moi. Potentiellement, je peux être juste de la déclaration, donc une procédure assez simple pour ma station-service. Parce que le gouvernement a créé une rubrique juste pour les stations-service. Plutôt une bonne nouvelle, sauf que le problème, les textes qui sont applicables à cette rubrique prévoient des contraintes techniques pour une station sur 10 qui s'appliquent aux véhicules automobiles. Vous avez notamment des normes de sécurité et de distance qui sont assez compliquées à respecter pour une station-service sur un quai. Et donc, il va falloir que vous engagiez des négociations avec la préfecture pour obtenir des dispositions spécifiques. Donc ça, c'est pour la station-service. Ensuite, pour le bateau, mais là, je pense que c'est plus L14A qui pourra éventuellement vous en parler. Vous allez avoir des obligations en matière d'immatriculation, d'homologation et de certification à demander et à obtenir. Et on sait aujourd'hui que le problème, c'est que pour les bateaux hydrogène, il n'y en a pas encore des masses en France. Et donc, ce sera certainement à vous de démontrer par A plus B que votre projet respecte bien toutes les normes. Ils ne sont pas forcément établis. Et le deuxième cas pratique, on est dans le cas d'un exploitant industriel qui veut décarboner son process de production d'hydrogène et en même temps,
qui veut revendre le surplus et à la commune qui se dit bah, tiens, je vais pouvoir alimenter mes voitures avec l'hydrogène qui provient de cet exploitant industriel. Pareil, il va falloir implanter une station-service qui va demander des autorisations. Est-ce que c'est l'exploitant qui va s'occuper de tout? Est-ce que c'est la personne publique qui va demander les autorisations? Et souvent, là, la station-service, elle sera implantée en zone urbaine et je vais rencontrer les mêmes problématiques d'urbanisme. Donc, pour résumer, ce que vous devez absolument garder en tête, c'est qu'il faut, anticiper. Ça passe par des études préalables et surtout des échanges, des discussions avec l'administration. Prendre contact avec la mairie et bien sûr prendre contact avec les préfectures pour essayer d'identifier, deuxième étape, toutes les vraies contraintes qui peuvent engager des démarches et surtout qui vont impacter votre calendrier. Parce qu'on peut passer sur des délais qui vont de 1 an à 2 ans, voire 3 ans pour des projets. Voire des gros blocages, je pense notamment à la dérogation espace protégé, qui peuvent vous empêcher de réaliser votre projet. Et troisième volet, troisième point à avoir en tête, c'est qu'ensuite il va falloir essayer de coordonner tout ça entre les procédures administratives, par exemple si je dois demander une modification du plan local d'urbanisme, et d'un autre côté si je dois obtenir mes autorisations. Et c'est ces clés-là qui vont vous permettre d'assurer la sécurité de votre projet. Donc notre société est un cabinet d'études, 71 pour ceux qui connaissent, où on fait de l'ingénierie sur la conception faite de l'architecture des systèmes hydrogène, piles à combustible ou autres systèmes de conversion d'énergie par base d'hydrogène pour tout ce qui va être le maritime principalement, ou alors les engins off-road et les engins spéciaux. Sur 20 ans, il a fallu qu'on démarche énormément de collectivités territoriales, de donneurs d'ordre pour pouvoir expliquer les projets, si bien que ça nous a amené à développer d'autres compétences, le conseil sur la réalisation et l'implantation d'hydrogène au niveau territorial, et également la formation. Pour vous dire, même à une époque, on a travaillé, on avait un contrat avec Feu Camif qui nous permettait de livrer des matériels pédagogiques hydrogène au niveau national. On a même rédigé des livrets pédagogiques pour l'enseignement et fait des grands essais. Mais bon, on va aller vers aujourd'hui ce qui fait l'essence d'Alcatorda, c'est-à-dire son ingénierie. Et l'ingénierie, c'est bien, tant qu'on est dans le projet, ça va, tout va bien. À un moment, le projet prend fin. En tout cas, la machine est installée. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que, voyez-vous, une fois qu'on a installé une machine, il faut faire face aux risques technologiques, c'est-à-dire l'ensemble des éléments techniques que vous avez installés à bord et que vous devez faire fonctionner ensemble. C'est-à-dire, en gros, les process de fonctionnement de votre engin. Donc, tout ça, il faut le déterminer avant de pouvoir faire valider et recevoir le procès-verbal de réception de la part de votre mandataire. Et tout ça, ça commence par une procédure. Et aujourd'hui, comme le disait fort justement Alema, elles ne sont pas écrites encore. Donc, il faut aller dans un vide juridique et un vide de pratique et de créer les bonnes pratiques pour arriver au bout et avoir un engin et une technologie qui fonctionne. Ensuite, il y a le risque technique. Vous pouvez avoir des éléments défaillants à l'intérieur de votre ensemble technologique. Il faut se prémunir contre ces défaillances et ces risques de non-fonctionnement ou mal-fonctionnement. En gros, il ne faut pas que votre système tombe en marche et que vous ne sachiez pas tout à fait pourquoi. Donc, pour faire ça, eh bien, il faut créer des procédures, et ces procédures existent, en fait, au niveau technique et au niveau ingénierie. C'est ce qu'on appelle l'alternative design. Nous verrons ça tout à l'heure. Si on ne respecte pas ça,
la balaboule, hein, on peut très bien arriver jusqu'à des dysfonctionnements catastrophiques. Ensuite, il y a le risque économique, hein, la non-tenue des coûts d'exploitation. On va dire que la non-tenue des coûts d'acquisition, c'est déjà traité avant la fin du projet. Et enfin, il y a l'obsolescence de l'investissement qui est due à une évolution rapide des technologies employées. On va dire en particulier en France. Parce qu'entre le moment où on commence à concevoir et le moment où on termine le projet, s'il s'est passé 3 ans, je peux vous dire que les technologies ont déjà bien évolué, et en particulier sur les systèmes piles à combustible, voire bientôt le stockage. Et enfin, la défaillance de gouvernance dans un consortium, hein, parce que le verre est peut-être dans le fruit dès le départ. Je peux vous dire qu'on a planté 2 projets déjà, rien que sur ce défaut-là. Donc, là, vous connaissez, hein, voilà, hein, quand le verre est dans le fruit et la gouvernance projet, vous avez toujours le chef qui peut arriver. Mes enfants, calmez-vous, tout le monde est. Hein. Donc, à ce moment-là, le risque technologique, c'est, je vous avais parlé de l'alternative design et la formation et les procédures. Sans ces méthodologies, il n'y a pas de salut. Pour le risque technique, c'est le contrôle, les essais, encore le contrôle et les essais, et tout ça est contenu dans l'alternative, la procédure de l'alternative design. Enfin, le risque économique, c'est l'étude économique, alors pour nous, c'est le navire, mais ça peut être le gros engin off-road, dans son écosystème, et en particulier son écosystème territorial. D'ailleurs, vous allez beau être ingénieur concentré sur votre architecture système et la conception et la méthodologie de fonctionnement de votre motorisation électro-hydrogène, tout ça s'inclut dans un vaste schéma, beaucoup plus grand que vous, et il faut apprendre à travailler de manière multidisciplinaire avec tout le monde. Et c'est pour ça que, même à un moment, vous pouvez être dans une architecture, système complexe, technique, et devoir faire appel au droit, par exemple. Voilà, et c'est la constitution de ces équipes multidisciplinaires est extrêmement importante dans l'écosystème dans lequel vous allez mettre en place votre objet. L'obsolescence de l'investissement due à une évolution rapide des technologies employées, eh bien, ça part déjà du bon choix des fournisseurs. Donc, connaître vos fournisseurs, mais très longtemps à l'avance. Veillez toujours à leur évolution. Regardez comment les concurrents de vos propres fournisseurs également font des progrès, voire ceux qui stagnent. Et il y en a quelques-uns. La formation également des opérateurs, ça peut vous aider. Hein. Et enfin, réfléchir à la maintenance en conditions opérationnelles, quelque chose de qualité. Et puis, il y a la dérive de gouvernance dans un consortium, hein, et là, il faut essayer d'avoir le nombre de partenaires convenable et le plus réduit possible. Et surtout, qu'il n'y ait pas des partenaires qui dirigent l'opération sans y être impliqués. Alors là, je peux vous dire que ça peut se terminer très mal. La prévalence également d'une vraie société d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y ait un capitaine dans le navire et quelqu'un qui va, au-delà même de la réception du système, va pouvoir continuer à piloter le projet et justement le faire fonctionner au niveau économique. Et puis une définition très claire des périmètres et des responsabilités associées à votre activité et on va dire à votre brique technologique. Enfin, le choix du leader, hein, après ça on peut toujours mettre en place une urne, labourer et ensuite la jeter à l'eau. Certaines pratiques décrites tuent.